quand on est chef d'entreprise, on est focus sur son développement et sa croissance. Pourtant, un levier redoutable reste sous-exploité, la croissance externe. Alors dans les clés du build-up, on vous emmène dans les coulisses de cette croissance externe, au contact de ceux qui au quotidien gèrent ces rachats d'entreprises, qu'ils soient dirigeants, experts ou conseils. C'est un format conçu pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Allez, place à votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Build-up, le podcast dédié à la croissance externe. Je suis Thomas Collin, cofondateur d'Alvo, plateforme dédiée à la cession reprise transmission de TPE-PME. Et je suis toujours accompagné de Maxime, associé de la banque d'affaires Outmatch. Salut Maxime. Salut Thomas. Tu vas bien ? Ouais, ça va super et toi ? Eh ben ça va très bien. Épisode numéro 7, Post-Merger Integration. Tout commence après la signature. Pour donc le contexte, à l'épisode numéro 6, on a vu comment on était passé de la LOI jusqu'au closing, donc à la signature de la documentation finale. Donc ça y est, le deal est fait et quelque part, les ennuis commencent. Et pour ça, et pour parler de cette intégration, on a la chance de recevoir Jean-Charles Lebeau, président de Renovio. Salut Jean-Charles. Salut Thomas, je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Et merci de venir partager ton expérience sur ces sujets de post-merger integration. Jean-Charles, je te laisse peut-être d'abord par te présenter. Bien sûr, ouais, merci. Alors donc, moi je dirige Renovio Investment, qui est un groupe qu'on a cofondé avec d'autres de mes associés courant 2021. Après un constat, et comme tu le sais, souvent dans les crises, il y a toujours des opportunités cachées. Donc quand on a gratté un petit peu la surface pendant le Covid, on s'est dit il y a des marchés qui vont se dévoiler, sur lesquels il y a des choses à faire, où c'est le bazar, et il faut créer un leadership. Et ça, on aime bien le faire. Et j'ai des associés qui l'ont fait, qui sont plus âgés que moi, qui l'ont fait à maintes reprises, et qui du coup ont aussi gagné beaucoup d'argent et se sont fait des fortunes colossales. Et là, on a jeté notre dévolu sur le bâtiment, mais pas que le bâtiment, sur la rénovation. Okay. Alors on en entend parler toute la journée, on entend parler des primes rénov, etc. Et de manière, aussi surprenante que ça puisse paraître, il n'y a pas de leader national. Il y a des très beaux groupes qui souvent sont centralisés sur l'Île-de-France. Mais au-delà de ça, t'as pas de réponse chez toi, t'as une résidence secondaire ou tu veux retaper la totalité de la maison, t'es une collectivité en région. Tu t'adresses à qui ? Tes interlocuteurs habituels. Les dizaines de milliers de PME dans ce métier qui mappent toute la France et qui sont celles qui créent le plus de valeur. Parce que les gros groupes, ils n'arrivent pas à descendre à ce niveau de granularité-là. Donc on a pris un pari, on a dit on va le créer cet acteur, on va le créer ce champion national, et on va pas le faire en 50 ans. On va racheter des entreprises, on va racheter les PME qui constituent le territoire et le terroir local, et on va les faire bosser ensemble. On va essayer d'uniformiser, on va essayer d'intégrer, mais de manière intelligente, petit à petit pour créer une marque nationale qui puisse proposer cette offre complète en réno. Ok. Et comment toi, tu t'es retrouvé à la tête de ce projet de build-up ? Écoute, moi, je suis issu d'une famille où des deux côtés, c'est des entrepreneurs. Et je pense que les chiens font pas des chats. Et donc, j'avais besoin de me prouver quelque chose. Hein. Tu sais, tu deviens pas entrepreneur comme ça, ça tombe pas du ciel. Tu l'as en toi quelque part parce que vu la quantité, et je serais vulgaire sur ce podcast et ceux que ça effraie, il vaut mieux qu'ils arrêtent tout de suite d'écouter. Mais vu la quantité de merde que tu bouffes à longueur de journée, si t'es pas un petit peu barjot, si t'as pas un truc à te prouver, ça marchera pas. Voilà. Et ça, j'avais nécessairement quelque chose à me prouver. Et puis, quand je me suis lancé dans l'aventure, par mon réseau, par les contacts que j'ai pu faire, par les gens que j'ai moi-même sollicités, sachant de qui je voulais m'entourer, j'ai constitué mon équipe de départ. Ça, je pense que c'est important. On en reparlera dans le cadre des intégrations, pour arriver à mon objectif. Alors, mon objectif, il est d'arriver... Alors, il y a un objectif financier qui est évident, je n'en fais pas ça pour rien, mais clairement, c'est d'arriver à créer un acteur qui n'existe pas encore sur ce marché et qui répond à un besoin qui est retentissant, qui date pas d'aujourd'hui, et pourtant personne n'a réussi à adresser cette complexité, d'agréger des acteurs locaux de petite taille, de leur faire comprendre qu'on va pas les dénaturer, qu'il faut continuer à avancer. Et donc, on a racheté une quinzaine d'entreprises en moins de 4 ans. Là, on fait entrer des fonds d'investissement au capital pour pouvoir accélérer. Alors, des minoritaires, des gens qui vont accompagner notre développement, mais c'est nous qui restons aux manettes. Parce que l'ambition, c'est 250-300 millions d'euros de chiffre d'affaires vite, pas dans 15 ans, dans 5-6 ans.
Ouais, donc une quinzaine d'opérations en 4 ans, Ouais. on peut dire que la croissance externe est vraiment au cœur de l'ADN de notre ton ADN. projet. Ouais, Voilà. c'est notre ADN. Et justement, donc avec Maxime, on souhaitait échanger avec toi sur ce terme barbare. Donc peut-être que certains de nos auditeurs l'entendent pour la première fois, le fameux Post-Merger Integration, PMI, qui est l'acronyme qu'on utilise souvent. Donc, de mon point de vue, et en discutant avec toi en préparant cet épisode, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est super mal traité, super mal anticipé. Je dirais c'est un peu souvent le parent pauvre des opérations. C'est difficile. Comment tu vois les choses, toi ? En fait, les merdes commencent à partir du moment où tu as racheté. Et je le dis parfois à certains cédants, je leur dis vous êtes sympas, mais toutes les merdes dont vous me parlez là, c'est moi qui vais les récupérer demain, et en plus je vais vous payer pour ça. C'est un peu le monde à l'envers quand on le positionne. Tu dis finalement. Si déjà ils te les donnent bien, s'ils te les mettent bien toutes sur la table et que t'en découvres pas après. Voilà, déjà, c'est que t'as créé de la transparence, de la confiance qui te permettent de le livrer. C'est tout un défi. En plus, il peut t'en cacher. Il y a des choses, alors parfois consciemment, puis parfois inconsciemment, parce que lui, ce qu'il a envie, c'est quand même de vendre, il ou elle, ou le couple, ou peu importe, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Alors, donc je sais pas dans quelle mesure vous avez aussi adressé le sujet sur l'épisode d'avant, sur comment le patron qui fait l'acquisition, donc l'acquéreur, pas ses conseils, comment l'acquéreur gère ça, parce que l'acquéreur, que ce soit lui en direct et ou ses équipes, il doit avoir un fit et un lien et quelque chose avec le cédant pour aller lui tirer les vers du nez. Parce que l'avocat, il voit pas tout, l'auditeur, il voit pas tout, et puis l'auditeur, il est là pour faire le job que tu lui as demandé de faire. Si tu t'entends bien avec lui, que tu as créé le bon relationnel, s'il y a un peu de récurrence dans le business, il va aller chercher un peu plus. Et autrement, si tu lui dis je rachèterai une boîte dans ma vie, il va faire son job bien, faut prendre une bonne marque, des gars sérieux, mais c'est tout. C'est pas lui qui intègre derrière. Bien sûr. Tu vois, donc il va pouvoir estimer par rapport à ce qu'il fait habituellement, mais comme lui, il vit pas l'intégration, le post-merger integration, il peut pas penser à tous les embêtements que toi tu vas récupérer demain. On l'a vu, c'est un petit peu dans l'épisode 3, d'identifier bien les non-dits. En fait, dans ton jeu de sélection, pour aller chercher l'asset, il y a tout un jeu de questions, les bonnes questions à poser pour identifier les non-dits et pour détecter les choses que ton dirigeant te dit pas parce qu'il est vendeur et il est sur un niveau d'information supérieur à toi. Quand tu connais le métier, c'est plus simple. Quand tu fais une pure croissance externe, c'est que tu as une société, je sais pas, dans les ESN, dans la tech, ou comme nous, dans les métiers du bâtiment, quand on parle de plomberie, je prends avec moi un de mes directeurs en plomberie, et puis lui, il connaît la plupart des astuces pour cacher les choses. Mais quand tu débarques et que tu veux racheter quelque chose qui n'est pas dans ton métier initial, c'est plus dur, il faut arriver à faire en sorte à tirer les vers du nez en amont. C'est-à-dire que l'intégration, elle se prépare aussi beaucoup en amont. Elle se prépare par tout ce que tu auras récupéré comme information. Moi, je dis toujours, la première impression est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Si tu as un pressentiment pas bon de quoi que ce soit, ça va te péter à la gueule demain. C'est garanti, ça m'est arrivé à chaque fois et c'est arrivé à tous mes associés. On a 300 ans d'expérience cumulée au sein de mon équipe. Donc c'est pas mal, tu vois. C'est-à-dire que quand il y en a un qui me dit Jean-Charles, tu vas te planter, Jean-Charles, il se plante. D'accord. Et est-ce que du coup ça constitue un red flag et tu poses le stylo ou il y a quand même des opérations? C'est toi qui es juge après, en fait. Mais en fait, faut pas imaginer que ça va se résoudre demain. C'est factuel. Tu l'as vu là, tu l'as identifié, tu as un mauvais pressentiment. Donc tu sais que tu vas devoir le gérer. Voilà. Peut-être pas tout de suite. Et ça va te tomber dessus. Mais ça, c'est un super bon conseil, je pense, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, de justement aller échanger avec leurs pairs, échanger avec des personnes qui ont fait des acquisitions il y a un an. Quels ont été les apprentissages sur lesquels ils ont capitalisé pour qu'on ait l'information d'avance. Et c'est vrai que faire son opération de croissance externe seul avec son conseil, c'est encore mieux. Mais vraiment de travail, d'échanger avec des pairs qui ont déjà réalisé des acquisitions ou des personnes comme toi qui en ont fait plusieurs, je pense que c'est une source d'information pour vraiment faire peu d'erreurs, enfin limiter les erreurs parce qu'on en fait toujours malheureusement, mais puis après effectivement toi tu as un bassin d'associés qui te permet justement de descendre ces informations. En termes de structuration du coup de la PMI, comment tu connaissais déjà le sujet avant d'opérer Renovio? Maintenant c'est quoi les apprentissages, les process? Est-ce que tu peux nous
nous en parler un petit peu? Alors, moi, je te ferai pas un descriptif textbook. Il y a plein de trucs qui existent en ligne. Tu tapes sur ChatGPT, il va te donner comment il faut faire en théorie. Voilà, en fait, ton job en tant que personne qui décide de racheter des sociétés, de les intégrer, ou même une seule, ou la société de ta vie, c'est tu prends la théorie, tu t'imbibes, etc. Puis après, tu écoutes des gens comme nous qui l'avons déjà fait et qui vont te dire, bon, la réalité de ce qui se passe, c'est ça. La réalité, c'est que si tu l'as mal structuré, tu te fais niquer après. D'accord. Donc tu dois anticiper les problèmes qui te font peur. Faut pas les mettre dans un tiroir, faut pas les cacher au fond de ton ventre. Il faut les sortir, les mettre sur la table, les lister et se dire ça me fait peur. Il y a potentiellement un risque. Ça me fait peur. Ça, je sens. Ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que je maîtrise pas en général, parce que je connais pas, parce que je suis pas bon là-dedans. Donc si tu sais qu'en plus de ça, tu vas en avoir besoin pour bien diriger la boîte demain, t'as intérêt à te border tout de suite. Parce que, encore une fois, la règle de départ, c'est si tu as un mauvais pressentiment sur quoi que ce soit, ça va te tomber sur le coin du nez demain. Donc, il faut juste être transparent avec soi-même. Ça, c'est la première règle de base. C'est, Ok, intéressant, ouais. Avant de mettre un process, une méthodologie, machin, est-ce que je me sens de le faire ? Parce que c'est deux animaux différents. L'amont, c'est du sprint jusqu'au closing. Là, c'est de la séduction, c'est de la vente, c'est oui, t'inquiète, tout va bien se passer, je changerai rien, etc. Machin. Tu vas lui dire ce que tu as besoin de lui dire parce que toi, tu as envie de closer ton deal. Il va te dire ce qu'il a envie de te dire parce que lui, il a envie de closer le deal. Ouais. Et après, c'est balai masque. C'est pour ça qu'il faut être subtil sur le balai masque. Faut l'avoir déterminé un petit peu avant. Et je finis mon premier point. Avant, c'est un sprint. Après, c'est le marathon. Si t'es bon à sprinter et que t'es nul à faire un marathon, prends-toi un mec qui est bon à faire un marathon. Voilà. Aujourd'hui, moi, plus j'avance, l'intégration, je l'ai déléguée. Au départ, je me la suis prise en pleine poire. D'accord. Mais il y a des gens qui sont bien meilleurs sur l'intégration, qui, moi, vont me dire « Non, Jean-Charles, arrête de théoriser, arrête d'essayer d'avoir le syndrome de tout uniformiser. Dans ces métiers, ça marche pas comme ça. Il faut que ça prenne 2 mois de plus. » Et ça marche. Et t'as de meilleurs résultats. Parce que dans l'intégration, tu gères pas un process, tu gères pas des chiffres, tu gères des humains. Et il ne faut pas oublier que c'est tes humains qui sont là-dedans, qui font vivre la boîte, qui te rapportent ton argent, qui remboursent la dette que tu as levée à la banque, qui font que c'est un succès. Et parfois, ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de temps. Si ça prend pas 100 jours, ça prend pas 100 jours. Et c'est toi qui juges, hein, et chacun a son envie, chacun a ses défauts là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que post-closing, c'est un marathon. Avant closing, c'est un sprint. Moi, je suis bon sprinter. Je suis capable de mener un marathon, mais ça m'excite moins. Donc, sur la durée, ça me crame. Donc, je l'ai fait sur les 5-7 premières. D'accord. Et après, j'ai dit, maintenant, on est suffisamment gros, je peux me payer quelqu'un qui va s'en occuper pour moi. Et honnêtement, il le fait mieux que moi. Parce que moi, c'est le sprint qui m'excite. Par contre, en amont, et on en parle beaucoup, je structure mes deals pour que l'intégration soit beaucoup plus facile. Parce que, au-delà d'être le sprinter, ça reste chez moi à la fin, ces boutiques-là. Il faut que ça se passe bien demain, il faut qu'on gagne de l'argent, hein, c'est le but. Donc ça, c'est le point clé. L'amont, c'est le sprint, après, c'est le marathon. Et il faut se connaître. Si on fait qu'une croissance externe, on s'en fout. Je vais vous dire, tu te démarres, tu fais ta croissance externe, t'es ravi, c'est la boîte de ta vie, ou t'es un patron d'une PME, t'en rachètes une, c'est top, super, voilà. Mais si t'as l'intention d'en faire plusieurs, parce que tu dis, il y a du potentiel, je veux créer quelque chose, j'ai pas envie de prendre 20 ans à créer des agences et les développer, investir, c'est plus facile de racheter du revenu que de le créer. Donc c'est pour ça que nous on fait ça, on vient le racheter. Hein. Donc je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de dire en disant finalement le post-merger integration, moi je l'intègre dès mon process, dès ma négo. J'avais entendu Jonathan Cherki, de quel patron de Content Square, qui a fait quelques grosses acquisitions dans la tech, qui disait, moi quand je signe jour 1, je sais exactement quel mail on va envoyer aux nouveaux collaborateurs qui rejoignent le groupe, etc. T'es à ce niveau de préparation. Mais ça, c'est un process, Thomas. Ouais. Je veux dire, le mail que tu envoies aux gens, tu parles pas aux gens de la tech comme aux gens du bâtiment. Ouais. Moi, quand j'intègre, dans la semaine qui suit, si les gars embauchent à 6h30 le matin, je suis là à 6h30 le matin. Ok. Et je monte ma tête, j'ai mon directeur avec moi, j'ai tout le monde dans le dépôt. Ils ont leur café, il y a des croissants, etc. Si les mecs, ils embauchent à 4h du matin, je suis là à 4h du matin. Enfin, il n'y a pas trop d'embauches à 4h, mais c'est pour te dire. Et je suis présent. Et après, on passe la journée avec tout le monde. On passe la journée avec les employés de bureau. J'ai mes équipes qui viennent de Paris, enfin de Sèvres, exprès, parce que je leur ai dit, vous devez les voir, vous devez leur serrer la pince, vous devez aller bouffer avec eux au resto. Il faut qu'ils vous aient vu, parce que demain, vous allez leur demander des choses. Si vous ont jamais vu, ça ne marchera pas. Mais moi, je suis là à la première heure, de bonne heure, avec eux, avant qu'ils embauchent, en leur disant...
ça va bien se passer. Après, nous, on a notre discours à nous par rapport à ce que nous on fait. Et on peut avoir un email automatique aux collaborateurs, tout ça. Oui, ce que je retiens, c'est que pas de gap, finalement, tout de suite, on va rentrer dans l'intégration. T'as raison, ouais. Pas de flottement. Non. Quels sont tes chantiers prioritaires, toi, quand tu vas gérer, évidemment, avec ton équipe? D'ailleurs, on y reviendra, parce que ça nous intéresse beaucoup de savoir comment tu as structuré ton équipe de Post-Merger Integration. Mais quels sont, en gros, dans le cas de Renovio, les chantiers prioritaires sur lesquels vous focalisez? Est-ce que ça va dépendre, chaque acquisition peut avoir des chantiers différents? Est-ce qu'il y a des choses qui sont transverses et qui sont, j'allais dire, les mêmes pour quelle que soit l'acquisition? Comment tu gères ça? Alors chez nous, parce qu'après on pourrait faire plein de cas différents, mais chez nous, dans le mois qui suit le closing, il faut que j'ai récupéré le contrôle sur tous les signaux vitaux. Et les signaux vitaux, c'est quoi? C'est la compta, c'est les comptes en banque, donc le cash. Ça va être les emails, la donnée, s'il y a des serveurs, etc., pour pas que quelqu'un se barre avec la donnée client. C'est toujours possible. Et si tu peux, le stock. S'il a beaucoup de valeur. Si c'est de la quincaillerie, de toute façon, il y a des chances que tu te fasses la société se fasse déjà piquer un pot de peinture par là, un pinceau, un écrou ou autre. Mais si t'es dans le médical, par exemple, et que tu as des trucs qui valent cher dans ton stock, faut que tu sois là. Tu laisses pas le week-end passer, quoi. Ça veut dire quoi, récupérer le stock? Non, ça veut dire que tu sais ce qu'il y a dans ton stock, tu te fais pas voler. Parce que ça, tu l'as vu pendant les audits, que le stock est bien présent, tu le payes, blabla, au besoin par des ajustements, et après, tu mets un collab responsable? Non, c'est que toi, tu viens, si tu as une petite structure ou autre, tu viens toi sur place pour être sûr qu'on te le pique pas. Okay. Il faut avoir eu un inventaire au moment du closing. Ce que tu demandes, c'est pour ça que c'est important que les avocats le précisent aussi, c'est que nous, on a quand même une liste assez longue et exhaustive d'annexes qu'on annexe au SPA, dans lesquelles il y a beaucoup de choses. Il y a la liste de tout le personnel, il y a les stocks, les machins, l'inventaire, etc. Et donc, tu peux forcer à ce qui est, pour certains, quand on avait un doute, on a fait venir un auditeur externe pour chiffrer le stock. Ah oui, même post-acquisition. Non, tu peux le faire juste avant. Dans le cadre du... Mais tu veux un truc bien carré. Bien sûr. Et ça, faut être attentif. Et si tu as un doute et que tu as du stock qui a vraiment beaucoup de valeur stratégique, nous, c'est pas trop le cas dans le bâtiment. C'est pas, tu as des tuiles, tu as des choses, on n'a pas des trucs. Voilà. Et dans ce cas-là, moi, j'aurais ça. Je signe le vendredi. Le samedi matin, je suis là, pas le lundi. Tu sais pas ce qui peut se passer pendant le week-end. Faut pas sous-estimer, la personne que tu as en face de toi et ses intentions. D'où l'amont, d'où le désamorçage de petits sujets, dont je le sens pas, ce mec-là. Si tu le sens pas, fais vraiment pas le deal. C'est vraiment pas le deal. Et justement, quelle est la place du cédant? Alors j'imagine que ça dépend des deals. En préparant cet épisode, tu nous disais que certains cédants conservaient des parts dans leur société, que certains continuaient à travailler, à gérer la business unit. Comment tu intègres ce cédant, y compris d'ailleurs peut-être d'un point de vue, alignement de manière de faire, alignement culturel? Comment tu gères ça? Nous, on a une approche qui est plutôt, je dirais, tranquille. On était un petit peu plus rapide au départ, puis on s'est rendu compte que ça servait pas à grand-chose, qu'on n'obtenait pas tous les résultats qu'on voulait. Donc c'est de l'intégration tranquille. C'est-à-dire que si ça prend 1 mois ou 2 mois de plus, ça changera pas la face du monde. Je préfère que ce soit bien fait et je préfère avoir l'adhésion du patron, surtout si c'est un cédant qui reste avec nous. Si c'est un numéro 2 qui monte en grade, c'est pas toujours facile pour lui ou pour elle, parce que peut-être qu'il était très bon bras droit, puis maintenant il prend les décisions. Donc ça peut changer beaucoup de choses dans sa vie. C'était plus simple avant, de suivre les ordres du patron. Donc on va aller plus ou moins vite en fonction de ce que l'organisation locale nous permet de faire. Il y en a certaines sur lesquelles on avait un cédant plus jeune, donc tout ce qui était mise en place du CRM, mise en place des emails, récupération de la data, etc., ça a été super rapide. On a d'autres sur lesquels c'est beaucoup plus long. Ce qui est certain, c'est que le mois que je donne pour récupérer les signaux vitaux, la trésor, la maîtrise des comptes en banque, on coupe toutes les cartes, on arrête tous les chéquiers, tout est centralisé sur un même outil, ils n'ont plus d'accès, ils peuvent plus faire de virements, c'est nous qui les faisons, etc. Ça, c'est les signaux vitaux. C'est le régalien, moi je l'appelle ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça, il faut que ce soit fait le plus vite possible.
Parce que tu as des banques qui vont mettre du temps en plus pour te filer les accès. Ça, c'est insupportable. Dans les closings vraiment bien structurés, un peu plus gros, tout le monde est là au closing, machin. Les banques, elles t'ont donné l'accès, elles ont le papier prêt pour toi, elles prennent ta signature, puis point barre, c'est terminé. Hein. Okay. Mais dans les petites boîtes à droite à gauche, en campagne ou autre, là, tu peux attendre 2 semaines avant que le compte, tu le récupères. Je confirme d'expérience. Voire même parfois j'ai des cédants qui disent moi je veux bien faire les virements, mais s'il vous plaît monsieur l'acquéreur, faites-moi quand même un mail parce que ça fait 2-3 semaines et qu'effectivement il faut payer les prestataires, on peut pas tout mettre sur pause. Et parfois, il y a des sujets de même de responsabilité. Mais bien sûr. Voilà. Si tu n'as pas fait le bon contrat au départ, il faut qu'il soit. Alors, est-ce qu'il est mandataire social ou pas ? Est-ce qu'il est salarié ? Est-ce qu'il a des pouvoirs ou pas ? Est-ce qu'il a rien du tout ? S'il a rien du tout, en principe, la banque n'a pas le droit de l'autoriser à faire quoi que ce soit. Dans les faits, il y a quand même parfois une période un peu de flou. C'est ça qui peut être gênant. Si tu as quelqu'un qui est mal intentionné, donc il faut quand même faire un peu gaffe à ça. Nous, on a des outils. On utilise Pennylane, qui est accessible à tout le monde. Hein, c'est vachement bien en compta. Mais Pennylane, elle fait ses propres cartes bancaires. Enfin, c'est pas des cartes bancaires, mais des cartes de paiement. Donc, en fait, moi, je coupe toutes les cartes des banques et puis je prends les nôtres. Tu repars sur tes outils. Demain, j'ai un problème. En 15 secondes, c'est coupé. Ouais, je comprends. Tu vois, les virements, en fait, ils ont plus le droit de le faire en local. C'est le service compta qui les fait. Comme ça, tu maîtrises le fonctionnement. Et eux, ça leur enlève une charge. Bien sûr. Ils n'ont plus besoin de s'en occuper, c'est pas grave. Par contre, tous les matins, sur l'outil de Pennylane, ils voient leur cash. Donc, ils peuvent continuer de gérer comme ils géraient avant. C'est juste qu'ils n'ont plus à s'embêter à faire les paiements. C'est centralisé. Et à la limite, dans la négo, vis-à-vis des fournisseurs ou autres, c'est encore mieux. Tu peux toujours te décharger un peu sur le service compta qui est en retard, parce que ce coup-ci, il y en a un vrai de service compta. Ça, c'est le petit avantage. Et donc, du coup, tu détaches maintenant un collaborateur qui vient justement opérer cette intégration J'en ai plusieurs. Donc, j'ai mon équipe. Donc, tu en as plusieurs par centre d'expertise ou plusieurs par géographie ? Comment ça se... Non. Alors ils se sont appelés la team Sparrow parce que c'est comme des corsaires, tu vois, ils vont un peu à l'abordage, donc comme Jack Sparrow, donc j'ai trouvé ça sympa. Et donc il y a forcément le directeur financier, le DG pour pouvoir piloter tout ça. Et derrière, j'ai une personne sur la RH, une personne sur tout ce qui est IT, digital, site web, etc. D'accord. Email, data, serveur et compagnie. Et puis j'ai une personne qui, elle, n'a pas besoin de se déplacer, qui est le responsable comptable, qui lui, en fait, va intégrer les sujets branchement de tous les comptes à Pennylane. Et en fait, lui, sur l'amont, pendant les audits, il récupère suffisamment de données. Comme ça, en 1 semaine après le closing, toute la compta est déjà dans notre système. Et en fait, on peut déjà faire la clôture mensuelle sur le mois qui suit. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. En RH, pareil, elle a les données avant. Parce que nous, on a expliqué à nos auditeurs comment on voulait qu'ils formatent les choses pour qu'on gagne du temps après sur l'intégration. Donc, on a industrialisé le process, en fait. Effectivement, c'est vrai que les conseils qui sont détachés pour les due diligence permettent aussi après d'aller chercher de l'info qui vous aide à accélérer derrière. Exactement. Faut voir. On peut pas. C'est limitant de voir uniquement cette information comme une base d'audit, mais plutôt comme une base d'analyse et de trouver aussi via cette équipe d'auditeurs les points d'accélération, pivot et d'utiliser cette team aussi pour accélérer l'intégration, quoi. Il défriche tellement de choses pour toi. Qu'il vaut mieux que ce soit bien rangé. C'est pour ça que les data rooms, c'est les nôtres. Parce qu'à partir du moment où on est intégré, moi, en fait, l'arborescence, elle est déjà faite. C'est du plug and play. Hein. On la télécharge, on la met dans notre cloud interne, on a tout. On cherchait Non, il est déjà là. Et après, tu as demandé aux auditeurs d'aller un poil plus loin, et là, c'est pour ça qu'il faut des mecs qui soient bons. Donc nous, on paye aussi des gens qui sont dans des beaux cabinets, ça coûte plus cher, mais ils sont bons. Ils sont pas dans ces cabinets-là pour rien. Et eux, ils peuvent, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils en font toute la journée, c'est pas l'expert comptable du coin, eux sont capables de te dire, là j'ai identifié tel truc, il y a une opportunité d'améliorer sur tes chiffres, les bidas, la renta, le BFR, le machin. Parce qu'ils vont creuser, ils vont poser des questions au management, ils vont demander tout ça. Et puis ils sont experts du secteur, parce qu'il y en a qui font pas mal de deals. Ça dépend de la team sélectionnée, mais c'est vrai que le fait d'avoir un advisor, notamment d'utile financière, qui a déjà fait plusieurs analyses dans le secteur, ça leur permet de prendre un petit peu d'apprentissage. Et en fait, ça dépend aussi du chef d'entreprise qui les mandate. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai conseil de se dire, moi, je veux pas qu'un audit, je veux aussi que vous profitiez un petit peu de toute votre analyse pour me donner des axes et aidez-moi, quoi. Parce qu'il y a pas grand monde qui fait ça. Alors qu'en fait, c'est leur taf, quoi. Et puis, t'as des gens qui sont très bons, qui peuvent te conseiller des choses parce qu'ils ont vu tellement d'intégration, tellement de deals faits. Quand ils ont le recurring derrière,
le recurring business, en fait, ils voient comment toi t'intègres tes boîtes, ils ont un peu le retour. Donc, les mecs malins vont te demander un feedback, par exemple, sur est-ce qu'on a bien joué, est-ce qu'on a fait un bon boulot. Il y en a peu, hein, mais... Et il y a un truc, je finis juste sur ce point-là, parce que c'est important. Moi, je le conseille souvent également aux cédants. Et ça m'étonnerait que le mec de Gide vous l'ait expliqué. Il est très business friendly, hein, mais... Ouais, d'accord. Faut pas lui payer tout de suite. Faut pas lui payer tout de suite. Ah, il y a un apprentissage derrière là. Faut pas lui payer tout de suite parce que derrière, tu veux un deal, ça peut s'évaporer à la dernière minute. Moi, j'ai des associés. Il y en a un qui avait c'était quoi ? C'était Nina Ricci qui rachetait Paco Rabanne dans un sens ou dans l'autre, je sais plus. Et en fait, il m'expliquait que le cédant, le jour où il fallait signer le SPA, il voulait 10 millions de plus. Et il te dit, je vais les prendre à l'envers, blam. Et alors là, les mecs se sont étripés. Et le seul moyen de rabibocher quand, en termes d'ego ou autre, toi qui es acquéreur, t'en peux plus, l'autre il t'a énervé, ça se braque, c'est pas les auditeurs comptables, c'est les avocats. Et ça, c'est redoutable. Et nous, on a un système d'incentive un peu avec nos avocats. Il y a plein de façons de faire. Ils accepteront jamais, ou en France en tout cas, d'être totalement au succès. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que si le deal se fait, eh ben, c'est plus intéressant pour eux que si le deal ne se fait pas. Et je le recommande également aux cédants, parce que souvent, un cédant qui est mal équipé, il va appeler l'avocat qui la semaine dernière a fait son divorce et la semaine prochaine fera la transmission de patrimoine. Le mec, il fait une transmission d'entreprise par an et il s'en fout, lui, il pense qu'il va facturer des heures. Non. Déjà, t'as un forfait. Si on gagne et que j'arrive à vendre ma boîte, de toute façon, je la vendrai pas si j'ai pas les conditions que je veux. Très bien. Mais il faut quelque chose. Et du coup, ils sont deal makers. Ils sont avec toi. Ils sont dans les tranchées. Alors, là où on te rejoint, c'est qu'effectivement, le côté avocat spécialisé dans ce type d'opération et avec un état d'esprit dealmaker, et ça, le côté dealmaker, hein, ce terme, on en parle avec les 2 avocats sur les 2 épisodes qu'on a dans cette série, c'est absolument essentiel. C'est essentiel, ouais. Maxime, ils vont tous te dire qu'ils sont dealmakers. Ce qui fera la différence, c'est les pépettes, hein, parce que si t'es dealmaker, t'as pas de problème à prendre le risque avec moi. Et ils vont te dire plus ou moins. Et après, c'est toi qui jauges en fonction du fit que t'as avec la personne, de la marque, de l'expérience, tout ça. Après, t'as mis le doigt sur un point hyper important, enfin, en lien avec la psychologie du deal. Parce que un deal, il a une vie, il a une psychologie. Nous, c'est la matière première qui est hyper intéressante dans notre quotidien. Et les petites demandes last minute de 10 millions d'euros, là, c'est vrai qu'il y a un timing en ce moment où il y a de plus en plus de demandes last minute. Mais c'est vrai que ça, il y a que justement en étant accompagné de personnes qui ont l'habitude de faire des deals au quotidien que tu peux savoir quand déclencher ou pas, parce que tu n'as pas ces réflexes-là quand tu fais ton premier deal. Ouais. Alors que au dernier moment, tu peux avoir des choses qui sont incroyables parce que tout le monde est tenu et on doit faire le deal. Et ce qui est important, c'est ton point d'entrée quand t'es acheteur, mais quand t'es vendeur, c'est ton point de sortie. Donc, faut le faire avec parcimonie, mais c'est toute l'étude de cette psychologie du deal. Enfin, toi, tu dois être confronté aussi à ça au quotidien. Sûr, mais il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on fera peut-être un épisode bonus là-dessus. Je veux pas. Ça peut valoir le coup, parce que. Mais ce qui est sûr, c'est que et y compris, j'allais dire, dans la période de transition post-acquisition. On est vraiment, il faut maintenir du lien, il faut construire une relation de confiance qui a parfois été abîmée dans le cadre des négos. J'imagine que c'est aussi ton job en tant que patron de réaligner un peu tout le monde et de dire on s'est écharpé dans la négo, c'est normal, c'est le jeu, chacun défendait ses intérêts. Maintenant, vous, monsieur le cédant, comme moi, acquéreur, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. C'est signé, maintenant on en sort tous par le haut. Ouais. C'est un point clé, tu as des conseils là-dessus ? Comment pas se friter avec son... En tout cas, moi, c'est mon principe. Business is business. Donc, si tu me la mets à l'envers, tu fais gaffe. Voilà. Par contre, et puis c'est normal dans les négos d'aller chercher. Après, une fois que les négos sont terminés, c'est la période où on est censé commencer à se faire confiance. Et une fois que les audits sont passés aussi, que tu as décidé de racheter, voilà. Donc, si tu décides, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, c'est la façon dont tu vas structurer ton deal en amont va aussi dépendre de va conditionner combien de temps la personne reste avec toi, en fonction de ton appréciation de combien de temps tu penses avoir besoin de lui ou d'elle. Peut-être que tu auras besoin de lui ou d'elle pendant longtemps, peut-être que ça va être 3 mois, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit 3 semaines. Parce que la personne sera vraiment polluante, mais t'es arrivé de faire des deals comme ça, et je pense que je me suis pas trompé en le faisant comme ça. Il y a d'autres deals où il fallait qu'il reste longtemps, plusieurs années, voire même à la tête de la boîte.
sans limite de temps. Et nous, c'est ce vers quoi on s'oriente de plus en plus parce que on a du volume d'acquisition. Quand on fait 1, 2 dans l'année, c'est pas... Voilà. Quand tu veux en faire 10 dans l'année comme nous, il faut que les intégrations soient plus simples, il faut que les boutiques continuent de bien tourner, c'est plus facile si les dirigeants restent avec toi. C'est pas pour autant qu'ils y trouvent pas leur compte. Au contraire, t'en as beaucoup qui sont demandeurs d'avoir de la structure autour d'eux. Ne serait-ce que parce que tu leur offres un back-office centralisé, du recentrage sur ce qu'ils aiment. Bien sûr, t'enlèves tout ce qu'ils aiment pas faire ou à peu de choses près. Voilà. Peut-être un peu d'invest au niveau de la structure du haut. Ce qui est... pour certains, je sais que certains ont des modèles comme ça, nous on le pratique pas encore. Parce que déjà, faut le mériter, ces gens-là on les connaît pas. Hein, tu peux les voir dans la durée, mais au moment où tout le monde est boss, tout sourire, au moment où il faut vendre. Et après, mais enfin, prouve-moi qu'effectivement, prouve-moi qu'on peut être associé dans la durée. Oui. Tout donner d'un coup, moi j'ai pu le faire par le passé, ça marche pas. Tu l'as fait sur tes premiers deals chez Renovio ? Non, c'est pas. Non, mais une précédente aventure. Non, c'est pas ça. C'est que de manière générale dans le business, que ce soit avec les salariés ou autres, si tu donnes un peu trop d'un coup, ils ont pas forcément la hauteur de vue que toi tu peux avoir. Surtout quand tu as une organisation comme la nôtre où on se développe extrêmement vite, où le groupe prend de la valeur très vite. Où tu as des attentes qui sont quand même assez high level par rapport à des gens qui sont les mains dans le cambouis à piloter leurs 30 bonhommes au quotidien. Donc il n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas qu'il serait pas capable de comprendre, c'est simplement que t'es pas sur les mêmes canaux de communication. Donc c'est plus à toi ou à moi de venir sur son canal de communication, et si je vois que il peut monter, là ça devient intéressant. C'est du potentiel au départ, et après on peut imaginer des incentives au-dessus. Mais là il faut déjà que tu aies une structure pour le motiver, autrement... Tu disais tout à l'heure que... Merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu disais tout à l'heure que c'est toi qui as intégré tes premières sociétés, les 4, 5, 6 premières de ce que tu as évoqué tout à l'heure. C'est quoi tes apprentissages ? Pourquoi du coup, on a compris que tu n'étais pas forcément toi, que tu préférais la partie séduction que la partie... run, je dirais, des intégrations. C'est quoi tes gros apprentissages sur cette partie où tu as commencé à intégrer tout seul ? Ce qu'il faut être patient, c'est que tout le monde ne comprend pas nécessairement aussi vite que tu aimerais aller. Toi, tu as déjà ton plan, tu as déjà anticipé, tu débarques, tu sais où tu vas. Ok. Mais les salariés, eux, ils n'ont pas de plan. On les a prévenus 2 semaines avant. C'est la première fois qu'ils te voient. Peut-être qu'ils t'ont vu avant sans savoir que c'était toi qui allais reprendre demain. Ils se doutent, ils sont pas bêtes, ils se doutent bien de quelque chose. Et donc, eux, par contre, si tu les pousses trop fort ou trop vite, ça marchera pas bien. Ça va patiner. Donc, faut avoir ton plan, mais je dirais que les premières choses, donc tu récupères les signaux vitaux, et là, faut être intransigeant. Là, t'en as besoin. C'est chez toi maintenant. Hein, c'est pas... Et même si t'as que la majorité, ça reste chez toi. C'est plus chez lui. Lui, il est autonome, plus indépendant, s'il reste. Nous, moi, c'est ce que je leur dis. Hein, vous allez être autonome, pas indépendant. Et s'il y en a qui ça donne de l'urticaire, faut pas venir. Voilà. Donc, tu récupères le contrôle sur les signaux vitaux parce que tu as mis de l'argent dedans. Si tu as utilisé une banque, tu t'es engagé auprès d'une banque, donc indirectement, c'est l'argent que tu devras leur payer demain. Et eux, ils n'en ont rien à faire si ça plante. Hein. Ils veulent leur argent comme n'importe quel banquier. Et donc, une fois que tu as ça, après, tu as ton plan de ce que tu prévois de faire avec cette société. Très honnêtement, moi, quand on n'achète pas basé sur un plan, nous. Hein. On achète basé sur ce que cette société a été capable de faire par le passé, et si elle existe depuis 20-30 ans, c'est quand même mieux. J'achète pas sur la base des économies exotiques, des trucs incroyables. Non. Éventuellement, le patron se payait 400 000 euros par an, le passer à 130 000 chargé, s'il accepte, ou si c'est moi qui deviens le patron et que j'accepte cette REM, ça c'est assez factuel. Mais au-delà de ça... Voilà, parce qu'il y a toujours, si en plus ça t'est vendu par un intermédiaire, son job à lui c'est de faire monter la sauce, et il va t'inventer des trucs qui sortent de nulle part. Le mec, il va essayer de t'expliquer. On a des bonnes idées quand même parfois. Des idées qui ne demandent juste à être mises en place. Je sais que la difficulté, c'est que souvent on les retrouve pas en fait, ces retraitements, dans les faits. Ouais, mais parce que l'organisation change, les gens perdent en productivité, il y a plein de petits trucs qui se délitent que tu vois pas forcément, ces petites vis que le patron avait réussi, même inconsciemment, à revisser automatiquement tous les matins, et ben toi tu les as pas. Donc tu vas de toute façon perdre un petit peu d'argent ou perdre un peu en renta, ou tu vas avoir une phase de creux a priori sur la première année, sauf encore une fois si tu as déjà une société qui carbure à fond, que tu as ton modèle et que les mecs ils sont à 15 minutes de route. Mais il y a tellement de petits risques que tu peux pas voir
Voilà, donc les conseils quand tu intègres, c'est que d'abord tu récupères les signaux vitaux, ensuite tu t'appropries la culture de la boîte pour comprendre dans quoi tu rentres. Et là, tu commences à driver du changement. Comment tu fais ça pour t'approprier la culture de la boîte ? Tu bois un café, tu te fais apprécier. Avec les managers clés, avec tout le monde, avec tout le monde, surtout avec tout le monde, surtout avec ceux qui sont tout en bas. Parce qu'eux, ils vont te dire ce qui leur pose problème. Et comment ça se passe factuellement ? Tu vas dans la société et tu discutes avec tout le monde. Faut être présent, faut être là, ils ont une question, tu réponds, et du coup, ils comprennent que tu es accessible, qu'ils peuvent s'ouvrir à toi, que voilà. Faut s'intéresser à ce qu'ils font. Si c'est dans le bâtiment, tu vas les voir, tu vas sur certains chantiers, et puis ils vont te poser des questions qui seront jamais anodines. Ouais. Mais concrètement, Jean-Charles, là, à un instant T, tu as probablement 5 plans d'intégration, peut-être même un peu plus, qui se déroulent en parallèle. Comment tu fais pour avoir un œil sur tout ? Donc, tu nous as dit que tu avais une équipe. Vous faites quoi ? Vous faites un point toutes les mois, 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on a un point Sparrow. Les équipes m'expliquent où elles en sont sur les différents sujets. Chacun a son périmètre, email, machin, tout le digital, truc. S'il n'y a pas de site web, par exemple, par défaut, on met en place un site web, ne serait-ce que pour qu'il y ait qu'une présence, tu vois, voilà. À terme, parce qu'on veut intégrer sous une bannière et une marque commune, donc il faut qu'on ait préparer un peu le terrain. Sur le RH, on les intègre dans le SIRH. Sur la compta, on le voit très vite. Et tout de suite, un autre sujet, que ce soit pour soi-même ou pour les directeurs locaux, moi je mets tout de suite un rapport hebdo en place. Chiffre d'affaires, facturation, les principaux achats, le carnet de commandes, s'il y a du commerce, qui fait le commerce et est-ce que ça produit. Donc des KPIs, quoi. Des KPIs hebdo. Toutes les semaines. Ouais. Mais ça qui ne sont pas propres simplement aux structures que tu intègres, j'imagine. C'est que commun à toutes tout les le monde. structures du groupe. C'est le même. Par contre, le mix produit, par exemple, qui est important, le mix produit, il n'est pas le même si c'est un plombier ou un électricien. Donc toi, derrière, tu as un KPIs hebdo de toutes les sociétés avec un consolidé, quoi. Tous les lundis. Oh, top, ça. Et ça, je l'ai appliqué même sur des toutes petites boutiques paumées avec 10 personnes dedans. Ils font un truc toutes les semaines. Qui est-ce qui te met en place ça ? T'as un CFO groupe qui te descend ça ? Enfin, factuellement, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent mettre en place ça, comment on fait ? À l'époque, moi, j'avais mis un fichier Excel et puis donc fichier Excel et puis c'est tout. Et après, c'est le format que tu veux. Mais moi, j'avais mis un fichier Excel. Je vais avoir telle info. Et eQueen, tous les lundis, ça doit être là. Je l'ai le mardi matin, il se fait engueuler. Je le veux le lundi. Je l'ai demandé le lundi. Parce que tu veux le suivre de près, tu veux savoir ce qui se passe. Chaque semaine est importante. Chaque mois est important. Si tu laisses dériver pendant quelques semaines, voilà, il s'est passé un truc. Ouais. En gros, de ton expérience sur la quinzaine d'acquisitions, à partir de quel moment tu vas quitter, toi, le mode PMI pour rentrer dans un mode de gestion 6 mois. Classique ? 6 mois. Ouais. Finalement relativement rapide par rapport à ce qu'on peut voir dans des opérations habituelles. C'est la force de notre modèle, c'est qu'on a développé en interne une façon de faire, des outils, une approche, une équipe dédiée qui a été formée qui a été formée aussi, rodée sur plusieurs deals, qui fait qu'en 1 mois, j'ai mes signaux vitaux. Et en 6 mois, je sais que j'ai non seulement toutes les infos rentrées sur le CRM, sur le SIRH, etc. Donc la boîte maintenant parle et devient Renovio. On change pas le fonctionnement des équipes sur place. Parce que comme on rachète que des sociétés in-bonis, on va pas révolutionner la façon dont elles bossent. Ça fait 30 ans qu'elles font ça. Donc voilà. Et plus on avance, plus moi je commence à avoir des outils pointus, plus je peux surveiller des chiffrages, plus je peux voir ces choses-là, plus je staffe aussi en région avec des directeurs, parce que plus tu grossis, plus tu peux te payer ces gens-là, qui viennent, qui sont aussi des experts métiers, qui peuvent rentrer plus dans le détail, et plus ton intégration est non seulement rapide, mais productive, en chiffres, en développement commercial, etc. Nous, on est sur un rythme, au bout de 6 mois, la société parle Renovio. C'est-à-dire qu'elle est sur tous nos outils, ils ont complètement absorbé le rapport hebdo, ils ont complètement absorbé les clôtures mensuelles, et ils commencent en général au bout de 3 mois à dire quand est-ce qu'on vous voit, quand est-ce qu'on vous revoit, vous patron de Renovio ou vous DG de Renovio, etc. Et en général de 3 à 6 mois, là on commence à avoir des opportunités de cross-selling qui démarrent entre les sociétés. D'accord. Ça c'est notre modèle à nous. Et après humainement, je sais que sous 1 an,
Ça y est, ils ont passé le cap, ils ont fait le deuil du mode de fonctionnement d'avant. Si le patron, le minimum syndical qu'on demande, c'est de rester 1 an. Donc après, si le patron est resté 1 an puis qu'il s'en va, il peut y avoir un petit choc encore. Donc on s'assure d'avoir bien tout récupéré. Ouais. Et puis sinon, ça se fait assez rapidement. Hein. Sauf si tu veux changer les choses en profondeur. Dans ce cas-là, ça va pas te prendre 6 mois. Et si tu rachètes une entreprise que tu veux redresser, il faut aussi que ce soit très rapide. Parce que sinon, l'hémorragie ne s'arrête pas. Donc, ça dépend du plan que tu as au moment où tu veux intégrer l'entreprise. Mais le plan, c'est pas un truc de 25 pages avec un business plan compliqué, du stratège, du machin, du truc. Non, c'est ce que toi, tu as envie de faire avec ta boîte, c'est tout. Hein. On n'a pas beaucoup prononcé le mot synergie jusqu'ici, alors que très souvent, comme tu le rappelles, les conseils M&A aiment bien chiffrer les synergies et aller chercher des prix plus élevés en disant vous êtes un industriel, vous allez avoir des synergies, donc voilà le montant que je vais vous demander en plus, si je caricature un peu, mais finalement, t'en parles pas beaucoup parce qu'en fait, ta méthode induit de fait des synergies, c'est quelque chose quand même que tu regardes d'un point de vue financier. Oui, parce finalement, on a quand même un plan au départ. Si déjà on prévoit certaines économies, on a bien l'intention de les tenir. Donc on doit retrouver dans le budget de l'année qui vient pour la société le BE ou les EBITDA, hop, tout de suite ajusté. Si on doit faire des économies sur la REM du patron, moi je dois tout de suite le voir sur la clôture de l'année suivante. Ça c'est normal. Et après, tu as des synergies plus profondes. Comme on disait, notamment. Sur le cross-selling, voilà. Donc ça, nous, en fait, on le traque. On le traque parce que tous les mois, et dans nos rapports hebdo aussi, on commence à le suivre. On a le chiffre d'affaires qui a été ajouté, qui vient de quelqu'un d'autre que les équipes internes de la boîte concernée. Ouais, d'accord. Tu vois, ayant on va dire l'origine du chiffre d'affaires ou le canal du chiffre d'affaires, tu sais identifier, y compris... Je te donne un exemple. On a racheté l'entreprise, on a pris 60% de l'entreprise Dubourg Déco à Flers, donc qui est dans l'Orne, en Basse-Normandie. Elle est à une petite heure de Michael Savary. Michael Savary, c'est notre plombier à Caen. Et le patron de Dubourg est resté avec nous, actionnaire minoritaire, il pilote la boutique, il n'y a pas de problème. C'est un gars qui a un gros réseau commercial. Et un de ses amis l'appelle pour retaper un immeuble entier. Et il lui dit, Benoît, ce serait bien que tu prennes tout. Et Benoît lui dit, je ne suis pas capable de tout prendre. Je peux faire ce que je sais faire, peinture, sol, menuiserie. Par contre, attends, sur la partie plomberie-chauffage, j'ai quelqu'un qui fait partie de la même organisation, qui est à Caen. C'est lui qui va s'en occuper. Ça va nous rapporter, c'est un chantier à 40-50 000 balles. C'est pas rien. C'était gratuit. Donc c'est top. Ça veut dire que tout de suite, tu peux faire du chiffre d'affaires en plus, sans avoir à faire énormément d'efforts. Il suffit de penser à ton voisin. Ça, c'est les grosses synergies commerciales qui arrivent sous 6 mois. Donc, c'est hyper intéressant. Donc là, il faut que les hommes se connaissent d'abord. Voilà. Pas les hommes et les femmes. Il faut qu'ils aient pu échanger, il faut qu'ils aient pu se voir, il faut qu'ils sachent que demain, il y a... Et puis, il faut l'avoir dit avant. Et ils ont un incentive. Enfin, tu favorises des incentives. En fait, j'ai pas besoin. Ok. J'ai pas besoin parce que c'est inné. Ces gens-là, ils ont l'habitude de travailler entre eux. Ouais. Et ils vont pas refuser du chiffre d'affaires que tu leur apportes en interne. Par contre, on leur inculque cette culture de penser... au directeur d'à côté, ils le font déjà naturellement, et puis d'aller chercher du chiffre, quand ils vont chercher du chiffre, qu'ils pensent au fait que mais là je peux répondre aussi sur un sujet que je ne maîtrise pas parce que je fais venir mon collègue. Parce que là c'est le cœur de ta création de valeur commerciale, mais je me mets à la place un CEO qui a opéré sa boîte pendant 15 ans, qui a son écosystème et qui a l'habitude de s'envoyer des leads réciproquement avec son écosystème. Qu'est-ce qui fait qui va avoir un intérêt ou une volonté de penser à une société du portefeuille groupe? Eh bien, c'est parce que demain, c'est le moyen le plus simple pour lui d'aller chercher plus. Ok. Et ça doit être réciproque. Il va pas aimer s'il y a que lui qui envoie. L'autre doit lui en envoyer aussi. Ouais. Et ça, on peut l'incentiver, on peut mettre un petit bonus dessus, on peut mettre quelque chose, comme ça, ils vont chercher à le faire. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, ils ont plein de demandes en continu. Donc tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il irait chercher plus ? Déjà qu'il se pose la question sur les demandes qu'il a, ce qu'il pourrait balancer comme chiffre à l'intérieur de Renovio. Et en effet, il y en a certains qui ont leur écosystème historique, ils ont déjà un plombier avec qui ils bossent beaucoup. C'est très bien, mais ce mec-là, il lui envoie un peu de boulot, lui, il lui envoie un peu de boulot. Mais il y a plus à aller chercher.
Donc ça, c'est de la culture. Ça prend. On Mais j'ai l'impression que le c'est répète, quand on même leur clé explique. dans la secret sauce de création de valeur et d'activation des synergies commerciales. Toute cette intelligence la secret sauce, évoque. La secret sauce pour nous, elle est pas là en fait. D'accord. Ça va créer de la valeur, c'est clair, ça fait rentrer du chiffre additionnel, c'est simple. Plus les mecs se voient, plus ils s'apprécient, plus ils se comprennent, plus ils s'appellent, plus ils s'envoient du business. Les forcer à le faire très vite, tu risques de les braquer, tu vas changer leur écosystème, les mecs ils vont devoir... Mais ça vient assez vite. La secret sauce pour nous, c'est quand j'ai suffisamment de corps de métier dans une zone, je réponds en tout corps d'état. Et ça, c'est à ma main à moi. Et ça, c'est redoutable. Parce que là, tu as accès à des chantiers auxquels ils n'accèdent pas. Tu prends les 20-30% de marge que les cabinets de maîtrise d'œuvre prennent en général pour eux. Et là, c'est moi qui ai la main sur le levier pour dire maintenant, les gars, on fait 20% de croissance organique cette année. Parce que mon gars, il va aller le chercher. Et mon gars, il va pas s'appeler Dubourg, il va pas s'appeler SARL truc, il va s'appeler Renovio. Donc c'est ton défi en fait de continuer de mailler les expertises sur un territoire donné pour aller chercher ça et respecter le temps long un peu de la connexion humaine. Quoi. Mais en fait, ils ont besoin de ça. Les clients demandent à avoir une réponse en tout corps d'état. Ouais. Et ils veulent le faire avec des entreprises qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance et qui sont des gens du coin. Et le groupe, il a pas ça, le Bouygues ou autre. Et le Bouygues, de toute façon, sous 1 ou 2 millions d'euros de taille de chantier, il y va pas parce qu'il n'a pas assez à gagner, même s'il est ultra rentable. Et là, il y a un manque de réponse structurée. Et nous, on est là. On est juste là. Ça prend un petit peu de temps pour pouvoir avoir les différents corps de métier. Mais ce que les gens, parce que là, on parle avec beaucoup de financiers, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que toutes ces boutiques, elles font déjà ça. Mais indépendamment les unes des autres, chacune sur leur lot. Nous, tout ce qu'on fait, c'est remplacer le mec avec qui elles ont l'habitude... Enfin, remplacer, non, parce qu'elles peuvent très bien faire un chantier toutes seules avec l'architecte avec qui elles ont l'habitude de bosser. Mais on va leur permettre de répondre en tout corps d'état. Dès qu'il y a une opportunité, elles peuvent le remonter en bottom-up. Et nous, on va aller le chercher aussi pour faire du top-down. On fait que maîtriser un chaînon avant sur leur chaîne de business. C'est tout. Ils ont déjà l'habitude de bosser avec des maîtres d'œuvre, ils ont déjà l'habitude de bosser avec des architectes, ils ont déjà l'habitude d'être sur du tout corps d'état, à faire leur lot à eux. Ça change absolument rien. C'est pour ça que c'est ultra facile et ultra rapide à mettre en place. Mais si t'as pas suffisamment de sociétés pour le faire, tu vas sous-traiter à plein de monde, et si t'as qu'une boîte qui fait un lot, c'est beaucoup plus long. Voilà. C'est assez, effectivement, dans l'approche, nous on a aussi échangé avec des consolidateurs et puis on va en continuer d'en recevoir dans l'épisode, dans les épisodes suivants qui partagent le même constat, sauf qu'ils font appartenir tous les entrepreneurs à une holding sur lesquels ils ont des titres. Et en fait, t'es chez toi, mais je suis un peu chez toi. Enfin, ça crée en fait un gros collectif animé par les titres parce qu'on est tous chez les autres et on est tous chez soi. Toi, c'est aujourd'hui pas ton modèle. Donc on peut aller, de ce que je comprends, de ton point de vue, on peut aller développer autant de synergie et d'animation d'un collectif sans passer par ce modèle capitalistique de tête. Déjà, il faut leur expliquer. Ok. Parfois, tu arrives avec une approche un peu trop théorique, t'es pas dans les baskets de ces gens-là, et tu te dis, il faut absolument que je leur mette un machin, un truc ou autre pour qu'ils le fassent. Non. Déjà, tu leur expliques ce que tu as prévu de faire. Les gens, ils rentrent dans un groupe. Pourquoi ? Pour être soulagés sur certains sujets, mais ils veulent un nouveau souffle. Et là, la grosse différence. C'est pas parce qu'il a un pouillème de % auquel il a rien compris de comment c'était structuré de toute façon, parce qu'il n'est pas dans ces niveaux de complexité-là, sur la holding d'en haut, qui va se donner à fond. Surtout si en plus ça lui donne rien tous les mois, ou tous les ans. Moi, je fais face à des gens qui sont dans le concret. Ça va me donner quoi ? Écoute, ça va te donner que ça valorise, c'est ton patrimoine, demain on grossit vite. Ouais, mais enfin, les croissances, c'est toi qui les fais, je sais pas ce que tu rachètes. Enfin, tu vois, je pourrais être pessimiste. Bien sûr. Donc, ça, c'est beau sur le papier, mais déjà, faut se regarder, être bugne à bugne et se dire, Maxime, moi, mon plan demain, c'est ça. Si tu rentres avec moi, ma vision, c'est ça. T'es plus en train de construire ton mur, là. Tu connais l'allégorie la métaphore des tailleurs de pierre. Non. Tu prends 3 tailleurs de pierre là, puis t'en as un, il est beaucoup plus productif que les autres, celui du milieu il est pas mal, et celui à gauche ça avance pas trop, et donc tu vas le voir, et celui de gauche tu vas lui dire, mais tu fais quoi ? Je t'ai une pierre. Bon, ok, c'est vrai. Et toi,
toi, tu vas plus vite que ton pote à côté. Bah, moi, je suis en train de monter un mur. Donc, il faut que je taille plus de pierres parce que je vais pas passer ma journée à faire un mur. Voilà. Et l'autre, à côté, le troisième, lui, mais alors, ça carbure à fond. Et il fait quoi, lui? Toi, tu fais quoi? Bah, moi, je suis en train de construire une cathédrale. Ah. Lui, il sait pourquoi il bosse. Et ça, c'est ce que les gens ont tendance à oublier de faire. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils consolident, ils font des trucs. Ouais, mais tu vas où? Et les gens, ils ont besoin de ça. Et les gens qui me rejoignent et qui restent avec moi pendant longtemps, sur plusieurs années, voire même qui n'avaient pas prévu de me rejoindre, qui quittent puis qui reviennent, parce qu'ils s'ennuient chez eux, c'est parce qu'ils... Non mais c'est vrai, moi j'ai eu le cas, donc je peux te le dire. Hein, ils savent où on va, ils savent ce qu'on est en train de construire. Il y a une aventure entrepreneuriale, ils sont dedans. Il n'a pas besoin d'avoir de part pour autant. Ouais. Ce qu'il a envie, c'est de suivre un projet. Ils en ont besoin de tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, avant qu'on se quitte, parce que le temps tourne, Jean-Charles, j'ai l'impression que quand on t'écoute, il y a un peu un savant mélange entre, d'un côté, une intégration où, sur le régalien, je disais, tu laisses pas trop de choix, et en même temps, tu as parlé beaucoup d'autonomie. Comment tu arrives à naviguer justement entre ces deux sujets qui pourraient paraître antithétiques, finalement? Bah, il faut prendre ton mal en patience. Si tu veux tout contrôler, tu vas les étouffer. Surtout si tu veux avoir des gens qui bossent pour toi en local. Si c'est toi qui prends les rênes de la boutique, c'est autre chose. Tu dois être au quotidien avec eux, tu dois vérifier tout ce qu'il faut vérifier, tes salariés, etc. Et, voilà. Et après, chacun a son mode de management. Donc, tu peux avoir de la perte sur la ligne parce qu'il faut que ça matche avec ta culture et ce que toi, tu veux mettre en place. Nous, c'est ce que je disais, on est plutôt en mode intégration tranquille. Par contre, on est intransigeant sur les aspects qui sont essentiels pour qu'on puisse savoir si ça dérive. Du coup, on sait tout de suite si ça dérive. À la semaine, puisque j'ai mon rapport hebdo qui sort. À la semaine, je sais si ça dérive. Au bout de 2 semaines, je dis, tiens, c'est bizarre, il aurait dû recadrer le truc. 3 semaines, allô. Il y a un allô régulièrement, de toute façon, parce que tu as besoin de savoir dans quel état d'esprit la personne en local se trouve. Mais ça, c'est essentiel, tu dois pas y transiger. Il faut avoir, si tu es à distance ou pas là tous les jours, il faut avoir un vrai suivi. Tu dois savoir ce qui se passe dedans. Et tu dois avoir un moyen de savoir ce qui se passe, même s'il te ment. Parce qu'il va te mentir. Pas forcément pour être méchant. Donc faut un process en fait derrière le weekly là, des remontées des KPIs pour s'assurer que ce qui remonte c'est bien. Faut que tu aies un moyen de savoir par des infos financières. Voilà, le truc qui ment pas, c'est que si ton cash il baisse, tu perds du fric, ça c'est clair. Hein, voilà, donc, et si tu as une renta qui augmente et que tu gagnes pas de fric, il y a quelqu'un qui te ment. Hein, ça c'est clair aussi. Le mec il te fait de la renta, mais les clients payent pas et donc à la fin tu gagnes pas d'argent. Ça ça tu peux pas lutter contre ça, mais tu peux pas non plus lutter contre des chiffres bien cadrés. Et un patron en local peut pas arguer contre ça non plus. Mais après, il faut respecter l'humain qu'il y a dedans, il faut accepter que ça puisse prendre le temps qu'il faut pour que ça change. Et après, c'est toi qui es maître du timing. Canon. Pour terminer cet épisode, avant l'ouverture de Thomas, quand on est... Donc moi, je suis chef d'entreprise, j'ai déjà fait une première croissance externe il y a 1 an et demi, ça se passe bien, j'ai envie d'accélérer, tu m'inspires, j'ai envie de faire comme toi. Peut-être pas à ton échelle, mais en tout cas, j'ai envie de continuer la croissance externe. C'est quoi les quelques conseils que tu peux me donner? Comment je peux faire pour aller vers ton chemin? Entoure-toi des bonnes personnes. La première chose, si on devait résumer tout le podcast autour de ça, c'est que tu as compris que finalement, il n'y a pas une méthodologie standard. C'est con de le penser. Tu peux trouver plein de théories sur ce qu'il faut faire. La réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est t'entourer. Alors, les auditeurs, les conseils, les machins, c'est très bien, mais eux, ils intègrent que dalle derrière. Du coup, de personnes qui l'ont déjà fait. Pas forcément comme associés. Des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise. Non, les conseils, ils conseillent. Mais ils font rarement. Et ils récupèrent rarement les pots cassés. Donc ils ont toujours raison, les conseils. Mais et après, je fais quoi une fois que je me suis connecté avec ces personnes-là? Ça m'aide sur ma vision, c'est ça? Non, ça va pas t'aider sur ta vision. Ça va t'aider à anticiper les différents problèmes. Tu leur parles. Il faut quelqu'un qui soit au moins une personne qui ait déjà fait ça, qui puisse te donner son avis sur ce qui t'arrive. D'accord. Et il faut discuter avec cette personne. Voilà, toi, t'en as déjà fait 3, 4, 5, 30. Bon, regarde, écoute, j'ai prévu de le faire comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je trouve ça pas mal. Ouais, au fait, à l'époque, ce qui avait bien marché pour moi, c'est ça. Ok. Ah ouais, t'as raison. Et puis après, tu suis ton instinct. Mais c'est ça, être entrepreneur. Mais entrepreneur malin, il va aller chercher des gens qui l'ont déjà fait pour éviter les nids de poules et pas crever sur le bord de la route quand ils pouvaient l'éviter. Et il y a des gens qui l'ont fait, et tu peux en trouver autour de toi, ou des collègues, ou des concurrents, ou peu importe, mais quand t'es au café, puis, tu peux discuter avec clairement, eux. Et puis un petit LinkedIn, un petit mail, t'en envoies 10, je pense que t'as au moins une réponse en disant ça m'inspire ce que tu fais, est-ce qu'on peut se parler 20 minutes en visio autour d'un café? Il y a des gens qui peuvent t'aider, t'expliquer ce qu'ils en pensent.
Ouais. Et s'ils l'ont déjà fait souvent, tu gagnes beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Merci beaucoup pour le précieux Ouais, conseil. Merci beaucoup Jean-Charles. Et tu crois pas si bien dire, puisque je vous donne tous rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode 8, justement sur le repeat build-up, le fait de multiplier les croissances externes, et on aura la chance d'avoir avec nous une experte de ce type d'opération, et on pourra donc continuer à capitaliser sur l'expertise de gens qui ont déjà fait. En tout cas, Jean-Charles, merci d'avoir pris le temps de venir partager dans un agenda assez chargé, il faut bien le dire. Donc merci beaucoup, et puis on dit à tous nos auditeurs à très vite. Ouais, merci pour les précieux conseils, Jean-Charles. Non, mais c'est super ce que vous faites, c'est très bien. C'est pour ça que je suis venu. Non, ça a beaucoup de valeur, donc c'est bravo. C'est tout l'objectif. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.